Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire une session en live du code de la route. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je ferai 2 pauses au cours de ce live pour pouvoir vous répondre. Bien, donc si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer avec la première question. Allez, c'est parti. Alors, une conduite souple permet en moyenne de réduire le risque d'accident donc réponse A 2 à 5%, réponse B 5 à 10%, réponse C 10 à 15%. Alors, une conduite souple, qu'est-ce qu'on appelle conduite souple? C'est simplement éviter les accélérations un peu trop brusques, éviter également les freinages trop brutaux, essayer d'anticiper au maximum, donc regarder très très loin, ne pas aller trop vite non plus. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle la conduite souple. Et si vous l'utilisez, vous utilisez donc une partie entre guillemets de l'éco-conduite. Et donc, ça peut réduire le risque d'accident de 10 à 15%. Donc c'est quand même énorme, hein. C'est un taux énorme. Si on anticipe suffisamment, on pourra réduire le risque d'accident de 10 à 15%. Donc pour la première question, la bonne réponse, c'est donc la C. Question 2. Une alerte de franchissement involontaire de ligne permet, donc réponse A, permet automatiquement de revenir dans sa voie de circulation. Réponse B, s'active si je franchis une ligne sans avoir mis le clignotant. Et enfin, réponse D, prévient par des vibrations dans le volant ou le siège conducteur. Bien, donc l'alerte de franchissement involontaire de ligne est une nouvelle technologie qu'on peut avoir sur certains véhicules, neufs en l'occurrence. Donc comment ça marche? En fait, nous avons des capteurs qui détectent quand le conducteur franchit une ligne sans avoir mis de clignotant. Ça provoque des vibrations, donc soit dans le siège, soit dans le volant, pour avertir le conducteur qu'il est en train de franchir une ligne sans avoir averti en fait. Donc il se déclenche, il s'active donc si je franchis une ligne continue sans avoir mis le clignotant. Et il prévient donc par des vibrations dans le volant ou dans le siège conducteur. Donc c'est également la réponse C. Donc les bonnes réponses sont la B et la C. Ensuite, question 3. Mon véhicule fait plus de 3,5 tonnes de PTAC. Donc poids total autorisé en charge. Sur 4 km, je devrais laisser une distance de sécurité minimum avec le véhicule qui me précède de 60 mètres. Donc oui, réponse A, non, réponse B. De 120 mètres, oui, réponse C, non, réponse D. Donc sur cette autoroute, je circule avec un véhicule donc, pesant plus de 3,5 tonnes. Le panneau qui va donc me concerner, c'est celui du haut, parce qu'on voit qu'on a un petit panonceau là juste en dessous qui nous indique donc 3,5 tonnes. Et donc si je circule avec ce 3,5 tonnes sur la distance de 4 km, je vais donc devoir laisser avec le véhicule devant moi, le véhicule qui me précède, une distance de 120 mètres. Donc 120 mètres de distance de sécurité avec ce véhicule. Parce qu'on est quand même beaucoup plus lourd. En plus de ça, on entre dans un tunnel, on voit un peu moins bien. Donc voilà. Le 60 mètres concerne uniquement les voitures de tourisme qu'on rencontre habituellement. Donc 120 mètres si mon véhicule fait plus de 3,5 tonnes. Donc 60 mètres c'est non, c'est pour les autres véhicules. 120 mètres c'est oui. Donc les bonnes réponses ici sont la B et la C. Ensuite, question 4. Si je percute un piéton à 50 km/h, ses chances de survie sont d'environ, donc réponse A 20%, réponse B 50%, réponse C 80% et réponse D 100%.
Oups, j'en ai sauté une. Hop. Donc si je percute un piéton à 50 km/h, ses chances de survie sont d'environ 50%. Si on prend le sujet à l'envers, il a donc 50% de chances de mourir ce piéton. Donc c'est quand même très élevé à 50 km/h et pourtant quand on est en agglomération on n'a pas l'impression de rouler très très vite. Mais croyez-moi, la violence d'un choc si l'on percute un piéton peut lui être fatale. Hein. Donc il faut savoir à 50 km/h, un piéton a 50% de chances de survivre à ce choc. Donc c'est pas très élevé, sachant qu'on roule pas très vite. Donc réponse B pour la 4. Ensuite, question 5, pardon. Directement à droite, je peux m'arrêter pour décharger mon véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc directement à droite, c'est-à-dire sur l'emplacement que nous avons ici. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour décharger un véhicule? Donc c'est la définition même d'un arrêt. Hein. Pour décharger ou au contraire charger le véhicule, on a le droit de s'arrêter. Ici, alors c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, donc les panneaux sont comme ceci, donc c'est une interdiction de stationner. Donc l'arrêt est donc autorisé, donc si on décharge simplement notre véhicule, on a le droit de s'arrêter momentanément. Donc la bonne réponse ici, c'est la A, c'est oui. Question 6. Je suis bien placée pour tourner à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, sur cette chaussée, donc là, on a deux voies dans le même sens de circulation et dans les deux mêmes voies, on peut tourner à droite. Hein. Donc là, on voit le marquage au sol et on voit même un panneau là tout au fond qui oblige les conducteurs à tourner à droite. Seulement là, on est sur la voie de gauche. Or, dans le code de la route, il est vraiment précisé qu'un conducteur en France doit rouler le plus à droite possible, c'est-à-dire sur cette voie-là. Donc là, nous, on n'a rien à faire dans cette voie. Cette voie, c'est simplement pour essayer de dégorger un petit peu les intersections quand il y a vraiment beaucoup de monde. Alors là, je peux voir qu'à côté de moi, il n'y a personne. Il n'y a personne non plus dans mon rétroviseur. Donc il n'y a rien qui justifie que je sois placée sur cette voie. Donc ici, je suis mal placée pour tourner à droite. Hein. Je sais que des fois, le code de la route est un peu bizarre, mais là, on doit être le plus à droite possible. Donc nous ne sommes pas bien placés pour tourner à droite. La bonne réponse, c'est la B. Question 7. J'ai encore le temps de descendre de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, donc là, on contrôle effectivement dans notre rétroviseur pour pouvoir ouvrir notre portière, mais pas seulement, on doit également contrôler l'angle mort avant d'ouvrir notre portière. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a un véhicule. Donc, il arrive derrière nous, il est quand même à une distance assez proche. Donc, du coup, sachant que nous, pour descendre, ça va prendre un petit peu de temps. Donc non, hein, on n'a plus le temps pour descendre. Là, c'est trop tard, on doit laisser passer cette voiture avant de pouvoir ouvrir notre portière. Donc la bonne réponse ici, c'est la B, c'est non. Ensuite, question 8. La descente annoncée est donc réponse A, forte, réponse B, faible. Tous les 100 mètres, je descends de 8 mètres. Oui, réponse C, ou bien non, réponse D. Alors ici, nous circulons sur une route avec de la déclivité. Donc comme nous l'indique le panneau danger, dans environ 150 mètres, parce que les panneaux danger se situent à 150 mètres du danger hors agglomération,
Donc dans 150 mètres, on aura une descente assez forte, c'est-à-dire de 8%. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte comme ça, mais 8%, ça veut bien dire que tous les 100 mètres, on va descendre de 8 mètres. Donc c'est quand même une descente assez forte. Donc pour les réponses ici, nous avons la A, une forte descente annoncée. Et donc effectivement, tous les 100 mètres, nous allons descendre de 8 mètres. Donc les bonnes réponses sont la A et la C. Ensuite, question numéro 9. Ce véhicule souhaite se décaler sur la gauche. Je dois lui céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien, donc là, il y a, on va dire, 3 voies dans le même sens de circulation. Sur la voie du milieu, on a une voiture qui souhaite se décaler, on le voit grâce à son clignotant. Je dois lui céder le passage? Non, hein, faites bien attention à je dois, je peux. Hein. Ici, je dois, non, hein, elle n'est pas prioritaire, elle veut se rabattre, elle est à droite. Nous, on est en train de la dépasser, sachant qu'elle n'a pas une voiture immédiate à dépasser. Donc là, elle n'a pas vraiment de raison de changer de voie. Donc on ne doit pas lui céder le passage. Donc c'est non, hein, je ne dois pas lui céder le passage, ça ne marche pas comme ça, le code de la route ne le prévoit pas. Je me place sur la voie de gauche, autrement dit celle-ci. On peut voir ici que c'est marqué quelque chose. En plus de ça, on a une ligne qui est continue, donc infranchissable. Je pense que c'est une voie de bus, pardon. Donc on n'a pas le droit de se placer sur cette voie de gauche. Donc ni l'un ni l'autre. Les bonnes réponses sont la B et la D. Ensuite, question numéro 10. Le conducteur de cette voiture ne m'a pas vu. Réponse A, je freine. Réponse B, je me décale sur la voie de gauche. C, je klaxonne. D, je m'arrête. Bien, donc là, nous avons une voiture qui est en train de s'engager sur notre voie de circulation. Donc effectivement, elle n'a pas la priorité de passage. Ici, freiner, mais passer quand même, ça ne servirait à rien. Disons que la voiture, si elle ne nous a pas vus, elle risque de nous voir au dernier moment, mais l'accrochage, lui, sera bien là. Se décaler sur la voie de gauche, bah, c'est dangereux aussi parce qu'elle a quand même bien entamé sa course. Elle peut faire elle peut tourner, elle peut prendre assez large. Donc non, c'est dangereux. En plus, on ne voit pas ce qui arrive derrière. Klaxonner, ça ne servirait à rien. Je suis d'accord, ça peut être un danger immédiat, mais là, on la voit quand même suffisamment loin. On n'a que ça à voir dans notre champ visuel. Donc ce n'est pas un danger immédiat. Donc là, la seule chose, le meilleur comportement, on va dire, à adopter, ça va être de s'arrêter. Là, on s'arrête, on la voit d'assez loin, on ralentit, on s'arrête. Effectivement, elle est en tort, je pense qu'elle le sait, il n'y a pas besoin d'en rajouter en klaxonnant. Donc on s'arrête, on la laisse passer et on repart derrière. Donc la bonne réponse ici, c'est la D. Ensuite, 11. La voiture bleue souhaite s'insérer. Je dois lui céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux me placer sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, donc cette voiture bleue, ouais, elle souhaite s'insérer, on le voit, hein, elle sert bien le bord gauche de sa voie. Encore une fois, on a un je dois ici. Je dois lui céder le passage. Non, en théorie, on n'est pas obligé de lui céder le passage. Hein. En plus de ça, on voit qu'elle, sur sa voie, elle a un panneau céder le passage. C'est bien à elle de nous céder le passage parce qu'elle veut s'insérer sur notre voie de circulation. On pourrait éventuellement, mais on ne doit pas lui céder le passage. Donc là, pour cette première partie de réponse, c'est bien non. Je peux me placer sur la voie de gauche. Là, vous voyez, on a un je peux. Effectivement, on peut le faire. Si on est courtois, si on a un tempérament assez courtois, si on est assez cool en conduite,
et surtout qu'il n'y a personne qui nous dépasse derrière nous, on peut effectivement se placer sur la voie de gauche pour faciliter l'insertion de cette voiture. Donc là, étant donné qu'on n'a pas de rétro, on va prétendre qu'il n'y a personne qui arrive derrière nous. Donc oui, on peut se placer sur la voie de gauche. Donc les bonnes réponses sont la D et la C. Ensuite, question 12. Je peux prendre l'autoroute qui mène à Marseille? Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien, donc comme nous l'indiquent les deux panneaux de signalisation, sur les deux voies de gauche, on pourra effectivement aller à Marseille, rejoindre Aubagne. Par contre, sur les deux voies de droite, c'est-à-dire celle sur laquelle je me situe, on va en direction de Toulon. Donc ici, ce n'est pas du tout les mêmes autoroutes, hein. Là, on est vraiment dans le cadre d'une bifurcation autoroutière. Est-ce qu'on peut encore rejoindre Marseille? Non, c'est trop tard, hein. On a une ligne continue ici, hein, une grosse ligne continue qui est donc infranchissable. Ce serait vraiment trop dangereux de s'insérer immédiatement ici. Donc là, on ne peut pas rejoindre l'autoroute qui mène à Marseille. Réponse B. Ensuite, question 13. Les feux en numéro 1 sont les feux de position, donc pour la réponse A, les feux de croisement pour la réponse B. Les feux en numéro 2 sont C, donc les feux de position, D, les feux de croisement. Donc position ou croisement. Bien, donc les feux en 1, c'est-à-dire ceci. Ce sont les feux de croisement, hein. Ici, il faut quand même reconnaître ce petit symbole qui indique vraiment le feu de croisement. Il est vraiment pareil pour toutes les voitures, hein, il me semble, ce petit symbole qui indique les feux de croisement. Donc, essayez de bien le mémoriser pour pouvoir le retenir pour la suite. Donc, en 1, ce sont les feux de croisement. Et donc, forcément, en 2, là, ce sont les feux de position. Donc, eux, ils ont des symboles, des témoins qui changent selon la marque de votre voiture, hein. Donc là, il y a celui-ci et il y en a aussi un deuxième pour les feux de position. Donc là, en numéro 2, ce sont les feux de position. Donc les bonnes réponses sont la B et la C. Ensuite, question 14. À hauteur de cette intersection, j'ai une bonne visibilité. Je marque un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, à hauteur de cette intersection, le régime de priorité, donc pour nous, c'est comme on peut le voir à l'aide du panneau et également à l'aide du marquage au sol, un céder le passage. Donc là, si on a une très bonne visibilité sur ce qui vient de droite et de gauche, le temps d'arrêt n'est pas obligatoire, hein, on n'est pas obligé. Alors par contre, il faut bien ralentir, hein, vraiment ralentissez bien, même si vous avez une bonne visibilité, on ne sait jamais. Vaut mieux ralentir, en plus le virage a l'air d'être assez intense. Donc on va ralentir, par contre le temps d'arrêt n'est pas obligatoire à céder le passage. Donc la bonne réponse c'est la B. Ensuite question 15. Je peux suivre le véhicule qui dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien, donc le véhicule qui dépasse, c'est-à-dire le vert, est-ce qu'on peut le suivre? Alors là, tout de suite, il faut regarder dans notre rétroviseur. Est-ce qu'on a une voiture qui est sur le point de nous dépasser, nous aussi? Et oui, effectivement, là, on la voit. Elle est sur le point de nous dépasser sur la voie du milieu. En plus de ça, si on se décale tout de suite, on serait vraiment beaucoup trop proche de cette voiture. Donc la distance de sécurité ne serait pas du tout suffisante. Déjà qu'elle n'est pas vraiment pour ce véhicule devant. Donc quoi qu'il en soit, là c'est beaucoup trop proche, on est beaucoup trop proche de ces voitures et en plus de ça on a une voiture qui nous dépasse à l'arrière.
Donc là, non, hein, on ne le suit pas, on reste dans notre voie. Éventuellement, on ralentit quand même pour prendre un peu d'espace avec le véhicule de devant et on renonce au dépassement. Donc le véhicule qui dépasse, on ne le suit pas. Réponse B. Question numéro 16. Pour utiliser correctement le dispositif ABS, en cas de freinage d'urgence, je dois, réponse A, freiner à fond sans relâcher la pression. Réponse B, freiner par pression successive. Donc, le dispositif ABS, donc ça veut dire anti-blocage système, anti-blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Comment l'utiliser? Quand est-ce qu'il se déclenche? En fait, tout simplement, il se déclenche avec l'AFU, donc c'est l'aide au freinage d'urgence, c'est-à-dire que si vous appuyez très fort sur la pédale de frein, vous avez des capteurs qui vont dire bah, ok, là, elle est en situation de freinage d'urgence, donc on va déclencher l'ABS, c'est-à-dire que vos roues ne vont pas se bloquer quand elles vont freiner, ce qui vous permettrait de glisser un petit peu à droite à gauche. Elles vont se bloquer et se débloquer, se bloquer et se débloquer, ce qui fait que vous allez quand même garder un pouvoir directionnel sur votre voiture. Et donc l'ABS, pour l'utiliser correctement, il faut freiner à fond, hein. En fait, il faut déclencher l'AFU et lui ensuite va déclencher l'ABS. Voilà, tout simplement. Donc l'AFU, en général, il marche vraiment de pair avec l'ABS. Freiner par pression successive, alors vraiment, il faut être très fort pour faire ça parce qu'en freinage d'urgence, honnêtement, on n'y pense pas, hein. On pense qu'à une chose, c'est s'arrêter. On écrase en général la pédale de frein et ensuite l'électronique de la voiture fait le travail. Donc ici, la bonne réponse, c'est la A. Ensuite, question 17. Dans cette situation, c'est à moi de passer le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, c'est-à-dire à hauteur de cette intersection, quelle est la règle de priorité étant donné que moi, je n'ai pas de panneau et que la voiture non plus? Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, c'est la règle de la priorité à droite qui rentre en jeu, on va dire. Donc là, étant donné qu'elle n'a ni marquage au sol ni panneau, cette voiture est donc prioritaire sur moi, hein. Donc ici, ce n'est pas à moi de passer le premier, je dois bien anticiper et ralentir suffisamment tôt pour que cette voiture puisse passer avant moi, pour que je puisse lui céder le passage. Donc là, la bonne réponse, c'est la B. Priorité à droite, on s'arrête. Question 18. Une ambulance en service est, réponse A, un véhicule prioritaire, réponse B, un véhicule ayant une facilité de passage. Alors, une ambulance en service, c'est-à-dire lorsque l'ambulance a ses gyrophares d'allumer et sa sirène d'activer également. Donc là, faites bien la différence entre ces deux termes, véhicule prioritaire et véhicule ayant une facilité de passage. Véhicules prioritaires, on va dire que ce sont les pompiers, les véhicules d'incendie, la gendarmerie également, bon, il y en a d'autres. Eux, leur caractéristique, on va dire, c'est qu'ils ont le droit de ne pas respecter le régime de priorité aux intersections. Ils peuvent passer à un feu rouge, par exemple, ils peuvent passer à un stop sans s'arrêter, en céder le passage, voilà. Donc eux, ils sont prioritaires. On doit tout faire vraiment pour les laisser passer. Maintenant, véhicules ayant une facilité de passage, alors eux, ils n'ont pas le droit. Voilà, c'est ce qui les différencie, c'est qu'ils n'ont pas le droit de passer un feu rouge par exemple, ils n'ont pas le droit de ne pas respecter un signal de stop. Par contre, nous en tant qu'usagers, on doit même leur faciliter le passage lorsque cela est possible, hein, bien entendu. Donc dès que vous entendez des sirènes, essayez bien de repérer qui est-ce, hein, tout simplement, si c'est des pompiers, des ambulances. Les ambulances, ce ne sont pas des véhicules prioritaires, mais ils ont la facilité de passage aux intersections, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est la grande différence entre les deux, il faut bien la retenir. Donc c'est la B, ici, la bonne réponse.
Ensuite, question 19. Le véhicule à droite arrive vite. Je ralentis, oui, réponse A, non, réponse B. Je fais un appel lumineux, oui, réponse C, non, réponse D. Bien. Alors le véhicule qui arrive à droite arrive avec une vitesse qui est excessivement élevée, sachant que dans tous les cas, moi j'arrive et qu'il va devoir me céder le passage parce qu'on voit qu'il y a un marquage au sol et un panneau ici. Donc s'il arrive vite, peut-être qu'il n'a pas vu, peut-être qu'il est déconcentré, je ne sais pas. Donc je vais ralentir, je vais anticiper parce qu'on ne sait jamais. Hein. Moi je préfère, même si je ne suis pas en tort, je préfère m'arrêter et éviter l'accident plutôt que d'y aller. Donc je vais ralentir, ça c'est sûr. Je fais un appel lumineux. Ici, ça ne servirait à rien de faire un appel lumineux. On est en plein jour. Dans tous les cas, et s'il arrive aussi vite, c'est peut-être qu'il ne m'a pas vu. Donc dans tous les cas, ça ne sert à rien. Éventuellement, on peut klaxonner brièvement, parce que là, on peut être dans le cadre d'un danger immédiat. Mais on ne fait pas d'appel lumineux. Donc là, les bonnes réponses sont la A et la D. Ensuite, donc question 20. Quand le stationnement est alterné semi-mensuellement, je dois me stationner du côté des numéros impairs des maisons. Donc réponse A du 1er au 15 du mois, réponse B du 16 au 31 du mois. Alors, le stationnement à alternance semi-mensuelle, le panneau, c'est celui-ci. Quand nous sommes donc du 1er au 15 du mois, on va stationner du côté des numéros impairs. Donc là, la bonne réponse, c'est la A. Et lorsque l'on est du 16, enfin entre le 16 et le 31 du mois, là, on va stationner du côté des numéros pairs des habitations. Donc là, premier chiffre impair. Donc on stationne du côté des numéros impairs des habitations. 16 étant un chiffre pair, on va stationner du côté des numéros pairs des habitations. Voilà, ça c'est une petite aide pour pouvoir vous en souvenir la prochaine fois. Bien, donc c'est la fin de cette première partie, c'est la fin de ces 20 premières questions. J'espère que vous avez plein de questions à me poser, donc je vous écoute si c'est le cas. Le feu de position et le feu de croisement. Pouvez-vous expliquer l'usage donc des feux de position et des feux de croisement? Alors les feux de position seuls, c'est des feux, c'est les plus petits feux on va dire de votre véhicule. Ceux-là on les utilise donc quand il fait nuit ou presque nuit, en agglomération bien éclairée. C'est-à-dire que si vous circulez dans une agglomération et qu'il y a des éclairages publics des deux côtés de la chaussée, là, vous pouvez les utiliser parce que vous voyez suffisamment bien et on vous voit suffisamment bien. Voilà, vous pouvez également les utiliser lorsque vous stationnez, toujours pareil, dans une agglomération qui là, donc sur la chaussée, sans être sur une place de stationnement. Si vous stationnez sur la chaussée, la nuit, vous devez mettre vos feux de position pendant toute la durée de votre stationnement pour que votre voiture soit visible en fait. Je dis bien si vous n'êtes pas sur un emplacement de stationnement. Voilà, ça c'est les feux de position. Les feux de croisement, eux, vous les utilisez donc en agglomération qui là par contre n'est pas très bien éclairée. Vous pouvez utiliser les feux de croisement ou même hors agglomération lorsque c'est bien éclairé, on peut également utiliser les feux de croisement. Ils s'utilisent également lorsque vous croisez un autre usager, un piéton, une autre voiture, vous êtes en pleine nuit et vous avez vos feux de route, donc les plus puissants on va dire. Au lieu d'éblouir, vous allez revenir en feu de croisement, ce qui va permettre aux autres usagers de ne pas être éblouis par vos feux. Voilà, c'est la grande différence. Mais sachez bien que les feux de position, on les utilise essentiellement en agglomération ou hors agglomération en cas de stationnement. Mais sinon, c'est souvent en agglo lorsque c'est bien éclairé. Vous pouvez expliquer le panneau de stationnement avec des numéros pairs et impairs.
D'accord, donc est-ce que je peux réexpliquer le panneau de stationnement avec les numéros pairs et impairs, ce qu'on appelle le stationnement à alternance semi-mensuelle? Je le réexplique. Donc là, on a 3 panneaux en fait. Il faut déjà prendre ça du départ. On a le premier panneau qui est comme celui-ci, où là, on a 1 et 15. Et là, on a 16 et 31. Ça, c'est le premier panneau. Là, nous avons le deuxième panneau où on a juste 1 et 15. Et enfin, le troisième panneau où là, on a juste 16 et 31. Voilà. 3 types de panneaux. Celui-ci, comment ça marche? Donc celui-ci, il concerne les 2 côtés de la rue. Il concerne vraiment toute la rue. Et d'ailleurs, souvent, c'est une zone où le stationnement est alternance semi-mensuelle. Donc, si vous êtes entre le 1er et le 15 du mois, vous allez stationner du côté des numéros impairs des habitations. Donc là, il faut bien prendre tous les numéros des habitations. Côté des numéros impairs des habitations, pourquoi impair? Qu'est-ce qui m'a aidé à m'en souvenir? C'est simplement que là, nous avons le chiffre 1. Le chiffre 1 étant un chiffre impair, on va stationner du côté des numéros impairs des habitations. Voilà. Maintenant, si vous êtes par exemple le 18 du mois, vous êtes entre 16 et 31, donc là, vous allez stationner du côté des numéros pairs, cette fois-ci des habitations. Pourquoi pair? Bah voilà, encore une petite aide, c'est que 16, c'est un chiffre pair, et donc du coup, on va stationner du côté des numéros pairs des habitations. Voilà pour ce panneau. Si vous êtes le 15 au soir, et vous vous dites, bah, demain, je vais devoir mettre ma voiture de l'autre côté, parce que là, je suis du côté des numéros impairs, et je vais devoir stationner du côté des numéros pairs. Et bien là, entre 20h30 et 21h, vous allez devoir changer votre voiture de place, de côté, tout simplement. Voilà. Ça, c'est pour ce premier panneau. Ensuite, le deuxième panneau, premier 15. Donc là, il n'y a que ça. On ne les voit pas très souvent, ceux-là. Souvent, c'est dans des rues à sens unique. Si vous avez juste 1 et 15, là, vous n'avez pas le droit de stationner entre le 1er et le 15 du mois du côté où le panneau est implanté. C'est-à-dire que si le panneau est implanté sur la droite de la chaussée, bah, entre le 1er et le 15, vous n'avez pas le droit de stationner à droite de la chaussée. Voilà. Et donc l'autre, c'est l'inverse. Si vous êtes encore une fois le 18 et que le panneau est implanté à gauche, eh ben, vous n'avez pas le droit de stationner entre le 16 et le 31 du côté gauche de la chaussée. Voilà, donc là c'est où est-ce qu'est implanté le panneau. Et là, ça prend effet sur toute la rue. Voilà. J'espère que c'est assez clair. C'est assez simple si on connaît la règle en fait, ces panneaux. Hein. Il faut simplement connaître la bonne règle. Voilà. Bien, donc c'est la fin de ce premier question-réponse pour les 20 premières questions. Je referai une pause à la fin de la série, donc n'hésitez pas encore à laisser vos questions. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la question 21. Donc dans cette descente, réponse A, je me mets au point mort. Réponse B, je rétrograde pour perdre de l'allure. Réponse B, je garde mon pied gauche sur l'embrayage. Bien, dans cette descente, je me mets au point mort, je rétrograde ou je garde mon pied gauche sur l'embrayage. Surtout, on ne se met pas au point mort parce que nous sommes en roue libre au point mort et il faut toujours que la voiture ait une vitesse pour pouvoir garder un peu de stabilité sur la voiture. Donc on ne se met pas au point mort. Garder le pied sur l'embrayage, finalement, rester donc débrayé, c'est comme si on était en roue libre, encore une fois, c'est comme si on n'avait pas de vitesse, c'est comme si on était au point mort. Donc pareil, hein, c'est pas du tout conseillé d'être en roue libre. Donc là, on va rétrograder pour perdre un peu d'allure, parce que rétrograder, ça va faire tourner notre moteur plus lentement, et donc du coup, automatiquement, on aura un frein on va dire naturel, mécanique, qui va ralentir un petit peu notre voiture. Donc là, la bonne réponse, c'est la B. Ensuite, question 22. Cette plaque se situe normalement. Réponse A, côté portière conducteur. Réponse B, côté portière passager.
Alors, cette plaque, c'est la plaque indicative pour ce qui concerne les pressions des pneumatiques. Et en général, cette plaque, elle se situe côté portière-conducteur. Enfin, c'est pas en général, c'est tout le temps. Elle se situe, donc vous ouvrez la portière-conducteur et elle est donc sur le côté, sur le flanc de la portière. Donc portière-conducteur, et donc vous devez prendre ça en référence pour savoir à quelle pression vous devez gonfler vos pneumatiques. Voilà. Donc réponse A. Ensuite, question 23. La distance de sécurité avec ce poids lourd est donc réponse A suffisante, réponse B insuffisante. Elle doit être égale à 2 secondes donc pour la réponse C ou à 2 mètres pour la réponse D. Alors ici, la distance de sécurité avec ce poids lourd, alors on va dire qu'elle est suffisante étant donné qu'il a ses feux de stop allumés. Donc effectivement, il faut le voir, il fallait le voir, hein, on ne le voit pas très bien. Donc nous sommes plus ou moins à l'arrêt, nous ne sommes pas en circulation. Donc c'est pour ça qu'elle est suffisante, cette distance de sécurité. C'est sûr que si on était en train de rouler là, elle n'était pas suffisante, hein, parce qu'on est sur une route qui doit être probablement limitée à 110 km/h, voire même 90, et on serait beaucoup trop proche. Donc regardez bien les feux de stop là, du camion qui sont allumés. On est presque à l'arrêt, donc elle est suffisante. Et en règle générale, cette distance de sécurité doit être égale à 2 secondes. Hein. Entre le véhicule qui nous précède, vous comptez 2 secondes pour savoir si vous avez ou pas la bonne distance de sécurité. Donc là, les bonnes réponses sont la A et la C. Question 24. Je circule sur une route à accès réglementé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, attention à ce panneau, je sais qu'il y en a beaucoup qui le confondent. Ce panneau veut simplement dire que nous sommes sur une chaussée à sens unique. Il n'indique rien concernant le type de route sur laquelle on circule, c'est simplement pour vous dire que nous sommes sur une route à sens unique. Voilà. Ce n'est pas une route à accès réglementé, du moins il n'y a pas de panneau qui nous l'indique ici, c'est simplement voilà, une route à sens unique. Donc ne confondez pas les deux panneaux. Hein. Route à accès réglementé, donc c'est non. La bonne réponse c'est non, hein. C'est simplement une route à sens unique. Ensuite, question 25. Plus la vitesse augmente, plus mon temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien, alors attention à ce type de questions. C'est souvent des questions pièges aux examens. Il faut bien savoir ce qu'est déjà le temps de réaction. Il faut bien connaître la définition du temps de réaction. Donc le temps de réaction, c'est vraiment le moment où le conducteur voit le danger et le moment où il envoie le message, où le cerveau envoie le message au pied d'appuyer sur le frein. Ça, c'est le temps de réaction. Il est propre à l'humain. Et il est d'environ 1 seconde si vous êtes en bonne santé, si vous n'êtes pas fatigué ou si vous n'avez pas consommé d'alcool ou de drogue. Donc le temps de réaction, si vous n'êtes pas fatigué, il ne change pas. Il reste d'1 seconde. Voilà, tout le monde a un temps de réaction d'1 seconde. Quelle que soit la vitesse. La vitesse, elle va faire augmenter la distance parcourue pendant le temps de réaction parce que plus vous roulez vite, vous allez réagir pareil, mais seulement la distance va être plus longue étant donné que vous allez plus vite. Mais le temps de réaction, lui, il ne bouge pas. Donc plus la vitesse augmente, plus mon temps de réaction augmente, c'est faux. Le temps de réaction, lui, ne bouge pas. Il reste à 1 seconde pour tout le monde, quelle que soit la vitesse. C'est la distance qui, elle, va varier ensuite. Bien, donc là, la bonne réponse, c'est la B. Faites vraiment attention à ce genre de questions. C'est souvent piège aux examens. J'ai beaucoup de retours là-dessus. Hein.
Question 26. Lorsque je double ma vitesse, je multiplie la violence du choc par 2. Réponse A. Par 4. Réponse B. Je multiplie la distance parcourue pendant le temps de réaction par 2. Réponse C. Ou par 4. Réponse D. Bien, alors, lorsque je double ma vitesse, je multiplie la violence du choc si jamais je percute une autre voiture. Donc la violence, elle est proportionnelle à la vitesse. C'est-à-dire que si on double notre vitesse, on va multiplier par 4 la violence du choc. D'accord? Donc c'est bien proportionnel à la vitesse au niveau de la violence du choc. Donc c'est énorme, hein, vraiment. Donc là, voilà. Donc c'est la réponse B, je multiplie, donc j'insiste bien sur la distance parcourue pendant le temps de réaction par 2 ou par 4, là c'est par 2. Je double ma vitesse, donc ma distance parcourue sera aussi deux fois plus longue. Attention, là on parle bien de distance par rapport à la question précédente, hein. Tout à l'heure c'était vraiment que le temps de réaction, là on parle bien de la distance parcourue pendant le temps de réaction, hein. Donc ici les bonnes réponses sont la B et la C. Question 27. Je circule à 50 km/h, ma distance d'arrêt sera d'environ, donc réponse A 15 mètres, réponse B 25 mètres, réponse C 50 mètres ou réponse D 60 mètres. Alors, en circulant à 50 km/h, comment je fais pour calculer ma distance d'arrêt? Donc là, ici, il suffit de prendre la dizaine du kilomètre, donc ici 5, que je vais multiplier par lui-même. Donc 5 fois 5 égale 25. Donc c'est encore environ, hein, bien entendu. Donc là, 5 fois 5, 25. Donc ma distance d'arrêt à 50 km/h va être de 25 mètres. On multiplie par lui-même le chiffre de la dizaine des kilomètres. 28. Pour effectuer le dépassement, je regarde vers l'arrière. Réponse A, angle mort puis rétroviseur. Réponse B, rétroviseur puis angle mort. Bien, donc pour effectuer un dépassement, quel qu'il soit, hein, que ça peut être une voiture, un cycliste ou un piéton, je regarde vers l'arrière, ça c'est sûr, hein, je dois toujours m'assurer qu'il n'y a personne qui me dépasse. Dans quel sens je regarde? On va regarder en premier les rétroviseurs et ensuite on regardera notre angle mort. Donc si on dépasse, souvent c'est par la gauche, donc notre angle mort gauche. On regarde nos rétroviseurs en premier, rétroviseur intérieur et extérieur gauche, et ensuite notre angle mort gauche. Voilà, donc c'est dans cet ordre qu'il faut le faire. Donc ici, la bonne réponse, c'est la B. Ensuite, 29. Sur un constat amiable, je dois indiquer obligatoirement, donc réponse A, les blessures même légères, réponse B, les dégâts sur le mobilier urbain, réponse C, les dégâts sur mon véhicule et celui du conducteur impliqué, réponse B, le nom d'un témoin au moment de la signature du constat, même s'il n'est pas présent au moment de l'accident. Je vous laisse cette image parce qu'il faut prendre le temps de tout lire. Donc sur le constat amiable, en cas d'accident, je dois indiquer donc obligatoirement les blessures, même si elles sont légères. Attention, si vous avez un tout petit peu mal au cervical, il faut quand même l'indiquer, on ne sait jamais, hein, par la suite, vous pourrez être remboursé par votre médecin. Donc les blessures légères, ça c'est sûr. Réponse B, les dégâts sur le mobilier urbain. Je ne sais pas, avec l'accident, vous avez fait tomber un panneau de signalisation par exemple. Il faut également l'indiquer, hein, il faut vraiment l'indiquer pour les assurances, c'est important de le faire. Les dégâts donc, sur mon véhicule et sur celui du conducteur impliqué, bien évidemment, c'est à ça que sert le constat, hein, c'est surtout à ça, on va dire. Donc là, c'est le nom d'un témoin au moment de la signature du constat, même s'il n'est pas présent au moment de l'accident. Non,
Par contre, s'il est présent, on peut peut-être prendre ses coordonnées, comme ça au moins on l'aura comme témoin par la suite, si jamais l'autre partie conteste. Mais s'il n'a pas du tout été témoin de l'accident, n'appelez pas une personne comme ça dans la rue pour lui dire venez signer, j'ai besoin de vous. Donc là, les bonnes réponses sont la A, la B et la C pour le constat amiable. Question 30. En ville, dépasser la vitesse autorisée de 50 km/h est sanctionné par une amende de réponse A 68 €, réponse B 135 €. Hors agglomération cette fois-ci, cette amende est de 68 € donc pour la réponse C ou bien 135 € pour la réponse D. Alors, en ville, si vous dépassez la vitesse autorisée donc de 50 km/h, votre amende sera un peu plus salée que si vous étiez hors agglomération. Je vous explique pourquoi, parce qu'en ville, c'est beaucoup plus dangereux de dépasser la vitesse autorisée, alors qu'en agglomération, on estime que c'est moins dangereux de dépasser les 50 km/h. Mais en ville, c'est dangereux, on a quand même beaucoup de monde, beaucoup d'usagers en ville, beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes, donc c'est vraiment beaucoup plus dangereux. Donc l'amende sera plus élevée en ville si l'on dépasse les 50 km/h. Alors qu'en agglomération, celle-ci sera moins élevée, elle sera de 68 €, pardon. Donc 135 € si vous êtes en ville et 68 € si vous êtes hors agglomération. Ça, il faut le savoir, hein, c'est important aussi de le connaître. Ensuite, question 31. Je conduis avec 1 g d'alcool par litre de sang. Je commets un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc avec 1 g d'alcool par litre de sang, oui, bien évidemment, vous êtes en délit. Je vous rappelle que la limite à ne pas franchir, c'est 0,80. 0,80 g par litre de sang, c'est vraiment la limite à ne pas franchir pour l'alcoolémie. Au-delà de cette limite, même si vous êtes à cette limite et au-delà, vous êtes en délit. Donc méfiez-vous bien. Quoi qu'il en soit, conduire avec de l'alcool, hein, c'est vraiment pas préconisé, c'est interdit et ça peut être vraiment très dangereux. Donc je commets un délit, oui bien sûr, hein, 1 g c'est énorme. Ensuite, question 32. J'ai commis un excès de vitesse de 10 km/h sur cette route en agglomération. Pour récupérer le point perdu sur mon permis de conduire, combien de mois dois-je attendre? Pardon, je ne vous ai pas donné les réponses. Réponse A, 6 mois. Réponse B, 12 mois. Réponse C, 28 mois. Réponse D, 24 mois. Bien, donc si je commets un excès de vitesse de 10 km/h sur cette route en agglomération, donc entre 1 et 20 km/h, on perd 1 point. Et donc ce point, si vous ne commettez pas d'autres infractions pendant la durée de 6 mois, vous le récupérez au bout des 6 premiers, au bout du 6e mois, on va dire ce point. Donc 10 km/h, vous perdez 1 point que vous récupérez au bout de 6 mois. Par contre, si vous faites une autre infraction entre-temps, là, ça repousse l'échéance à 3 ans. Donc c'est 6 mois pour 1 point. Ensuite, question 33. Ne pas indiquer mon intention de tourner à gauche peut me faire perdre. Donc réponse A, 2 points. Réponse B, alors là, ouais. Réponse B, 3 points. Réponse C, 4 points. Alors, ne pas indiquer mon intention de tourner à gauche, c'est-à-dire ne pas mettre de clignotant à hauteur d'une intersection, peut vous faire perdre 3 points. Donc c'est la réponse B. Là c'est mal indiqué, mais c'est bien la réponse B.
3 points si vous ne mettez pas votre clignotant. Donc vraiment, pour ceux qui ne le mettent pas, et il y en a beaucoup, très important de le mettre. 3 points. Ensuite, question 34. En circulant à 70 km/h sur cette route, réponse A, je commets un délit. Réponse B, je risque une infraction. Bien, donc en circulant à 70 km/h alors que la vitesse limite autorisée est de 50 km/h, donc je suis à plus 20 en termes de kilomètres, je ne commets pas un délit. Hein. Je vous rappelle que les délits pour les kilomètres, c'est au-delà de 50 km au-delà de la vitesse autorisée que vous commettez un délit. Là, 20 km, pardon, vous risquez vous risquez une infraction. Donc la bonne réponse, c'est la B. Question 35. Lorsque je freine, je ressens des vibrations. Les disques de frein sont voilés. Réponse A. Donc oui, réponse A. Non, réponse B. Le niveau de liquide de frein est faible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque je freine, si je ressens des vibrations, donc ça veut dire que nos disques de frein sont voilés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus très lisses. Le niveau du liquide de frein, là, c'est vraiment quand la pédale est vraiment très dure, que vous avez vraiment du mal à appuyer, que vous sentez que votre voiture, elle ne freine presque plus. Donc là, on va dire que c'est le niveau de liquide de frein. Toujours est-il, contrôlez bien vos niveaux pour vous assurer que tout est en règle. Et si vous manque du liquide de frein, amenez bien votre voiture chez un spécialiste, ne remplissez pas le niveau vous-même. Donc ici, les bonnes réponses sont la A et la D. Bien, question 36. Cette vignette collée sur mon pare-brise suffit pour montrer aux forces de l'ordre que je suis assurée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la vignette, si vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre, ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir sur le pare-brise, mais il ne faut pas uniquement vous fier, les forces de l'ordre ne suffisent pas uniquement à cette vignette. Il faut bien que vous ayez aussi le papier de l'assurance dans votre boîte à gants. C'est très important. Donc la vignette ne suffit pas, il faut avoir le papier. Donc la bonne réponse, c'est la B. Ensuite, 37. Avec un véhicule essence pour économiser du carburant, j'enclenche une vitesse supérieure quand le régime moteur atteint environ. Donc réponse A, 1500 tours par minute. Réponse B, 2500 tours. Réponse C, 4500 tours. Et réponse D, 5500 tours par minute. Bien, donc avec un véhicule essence, j'ai besoin d'injecter beaucoup plus de carburant que sur un véhicule diesel. Donc là, pour passer à la vitesse supérieure, je vais passer ma vitesse à environ 2000-2500 tours minute. Alors qu'un véhicule diesel, on serait plus vers 1500-1700 tours par minute. Voilà. Donc ça aussi, il faut le savoir, vous répondrez à la question, au thème mécanique dans le code de la route. Donc B. Ensuite, 38. Porter secours est plus efficace si je commence par réponse A, baliser et sécuriser les lieux. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, évaluer l'état des victimes. Réponse D, aider les victimes. Donc porter secours est plus efficace si je commence par baliser et sécuriser les lieux. Je vous le rappelle, pensez au pas 1, protéger, alerter et secourir. C'est dans ce sens que nous devons porter secours. Protéger, on balise, on sécurise les lieux. Alerter, on appelle les secours et secourir les victimes, si besoin est. Donc la bonne réponse, c'est la A. Ensuite, 39. Je suis en panne sur une autoroute. Pour avertir les secours, j'utilise réponse A, mon téléphone portable. Réponse B, la borne d'appel d'urgence. Alors, étant en panne sur l'autoroute, je vais
en priorité, préférez utiliser la borne d'appel d'urgence. Ça sera beaucoup mieux pour les secours de nous localiser, hein, parce qu'elles ont toutes des numéros, ces bornes. Et donc du coup, ils sauront exactement où on est, alors qu'avec notre téléphone portable, ce ne sera pas le cas. Donc là, la bonne réponse, c'est la B. Et enfin, dernière question, la 40. Dans un tunnel, une issue de secours peut être utilisée en cas d'incendie. Oui, réponse A, non, réponse B. En cas de malaise d'un passager, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, dans un tunnel, une issue de secours va servir vraiment si on est dans le cadre d'un incendie. C'est-à-dire que s'il y a un incendie, il faut au plus vite sortir de votre voiture et rejoindre l'issue de secours la plus proche, hein. Donc souvent, vous avez ces panneaux qui vous indiquent où sont les issues de secours. En cas de malaise d'un passager, non, ça serait beaucoup trop dangereux de sortir le passager au milieu du tunnel. Il vaut mieux attendre, utiliser une borne d'appel d'urgence, une borne SOS comme vous avez là, pour appeler les secours pour qu'ils viennent chercher le passager. Mais surtout, vous ne bougez pas de votre voiture. Donc ici, les bonnes réponses sont la A et la D. Bien, donc c'est la fin de cette série, la fin de cette session de live. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'une route à accès réglementé? Qu'est-ce qu'une route à accès réglementé? Alors cette route, elle a les mêmes caractéristiques qu'une autoroute, c'est-à-dire que les usagers, tous les usagers n'ont pas le droit d'y circuler, comme les véhicules agricoles, les tracteurs, les scooters non plus n'ont pas le droit de circuler sur l'autoroute et sur une route à accès réglementé, les cyclistes, etc., etc. La seule particularité, ce qui différencie une route à accès réglementé d'une autoroute, c'est simplement que la vitesse est abaissée à 110 km/h, alors que sur une autoroute, elle est à 130. C'est ça une route à accès réglementé, c'est qu'il y a des règles à suivre et tout le monde ne peut pas entrer, tout le monde ne peut pas circuler sur cette route. Et quand utiliser les feux diurnes? Quand utiliser les feux diurnes? Alors en général, les feux diurnes, eux, se mettent automatiquement dès que vous mettez le contact sur votre voiture. Donc en fait, les feux diurnes, ils sont toujours utilisés, hein, ils sont utilisés de jour comme de nuit. Alors la nuit, non, la nuit, dès que vous mettez au moins les feux de position ou les feux de croisement, ça coupe les feux diurnes. Mais en journée, ils sont toujours allumés, ces feux diurnes. Bien, donc c'est la fin de cette session en live. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je pourrai y répondre par la suite. Et moi je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.